Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Une vidéo atypique. Il y a 15 ans, j'écrivais une série d'articles qui m'avaient pris un temps fou sur l'histoire des gestions municipales, l'histoire des ancêtres des maires. C'est devenu un livre qui a été édité puis réédité et je me suis dit tiens allez, je vais m'amuser à faire une petite vidéo à partir de là. Abordons tout ceci à partir du cœur de l'ère médiévale. Au tournant de l'an 1000, la France se défriche et les antiques cités, héritées des temps gallo-romains, se repeuplent. L'ancienne gestion par des évergètes n'est plus du tout d'actualité depuis le début de l'Antiquité tardive. Des villes nouvelles se créent, pas moins de 11 rien que sur l'axe Paris-Orléans. À l'époque, ces différentes villes dépendent d'un seigneur, laïque ou religieux. Le régime des bastides et des sauvetés se crée pour un certain nombre de ces bourgs nouveaux. Les habitants petit à petit obtiennent des libertés spécifiques par des chartes de franchise. Parfois, il suffit à un cerf d'atteindre la ville pour être affranchi, d'où une maxime qui se répandra dans une grande partie du sud de la France, l'air de la ville rend libre. Dans les villes de Flandre, notamment, les communautés des habitants et des bourgs, les bourgeois donc, obtiennent pacifiquement le droit de former une association fondée sur un serment, une conjuration, une commune. Après, Le Mans, Cambrai, Orléans, Laon ou encore Noyon s'embrasent de manière moins pacifique. Mais que veulent donc ces communes du nord de la France? Elles souhaitent en réalité obtenir le privilège de constituer une communauté autogérée, inégalitairement en son sein, en général, par un serment mutuel. À l'origine, ce mouvement de communio, commune, tendait donc même vers un affranchissement insurrectionnel de tout pouvoir féodal ou royal, mais avec de grandes divergences, de grandes diversités sur le territoire bien sûr. Mais très vite, ce mouvement devient plus négocié au profit d'une gestion des intérêts collectifs, avec ou sans remise en cause de l'autorité seigneuriale. Cette dernière d'ailleurs, même quand elle est rétablie, ne reviendra jamais au niveau de ce qui avait été le statu quo ante. Lorsque ce mouvement s'étend, notamment vers le centre et le sud de la France, en milieu urbain comme rural, sous des formes des consulats, des villes prévôtales, des villes syndicales, ce mouvement tend à s'assagir. D'autant que plus on va vers le sud, plus on rencontre l'influence, l'exemple des cités commerciales italiennes qui prodiguent à cette époque un exemple calme et aristocratique. Face à ce mouvement communal, l'État petit à petit tente de mener un jeu subtil. Le roi commence par soutenir certaines initiatives pour octroyer lui-même des chartes communales. Par contre, l'État, bien sûr, le roi, s'oppose aux tentatives communales en général sur son propre domaine royal. Petit à petit, le roi finira par réussir à s'affirmer comme étant la seule autorité juridiquement capable d'octroyer de telles chartes. De fait, les communes passeront alors sous l'autorité, certes distante, du roi. Dans les communes, sous des vocables variés, apparaissent donc le maire, mayor, les membres du conseil de ville qui assurent l'administration après avoir été choisis, élection, par nomination, tirage au sort, désignation par une pairie, une élection, souvent par l'assemblée des hommes inscrits au registre paroissial. Parfois, les conditions de cumul des mandats, d'éligibilité ou non-renouvellement des mandats sont déjà précisées dans ces chartes ou ces documents internes d'organisation. En réalité, les fonctions municipales s'avèrent déjà fort lourdes. Les chroniques de l'époque abondent en illustrations d'administrateurs municipaux punis d'amende pour avoir refusé d'exercer leurs fonctions. Ceux qui en revanche exercent correctement leurs fonctions bénéficient souvent d'exemptions d'impôts, voire, parfois même, d'avantages pécuniaires comparables à de véritables indemnités de fonction. Le conseil, qui a des noms très variés, exerce des pouvoirs de police et dispose d'une propriété commune. Mais chaque ville a ses privilèges, son droit propre. La diversité domine. Nombre de décisions doivent être prises, c'est assez fréquent, par l'assemblée des habitants. Il est rare que la commune ait une vraie personnalité juridique. Pour résumer un débat qui est en fait assez subtil. Par exemple, il n'est pas rare qu'il faille rassembler les habitants, hommes et pas forcément tous, ou seulement certains habitants, ou les représentants de certaines corporations de marchands ou autres, pour décider de signer un contrat, d'agir en justice ou autre. Il y a dans notre CGCT actuel un régime d'autorisation d'ester en justice au nom de la commune, dont beaucoup d'auteurs font remonter l'origine à cet ancien modèle.
Les dépenses publiques, fortifications, bâtiments publics, rémunération des sergents d'armes, sont alors financées par les biens du domaine, par la vente de certains offices et par des ressources fiscales diverses qui commencent à apparaître. En 1262, Saint Louis, Louis IX donc, ordonnera aux communes de présenter leurs comptes à chaque renouvellement général. Sans grand succès. Mais on commence à voir des règles à peu près unanimes sous tout le territoire du royaume. Le paysan, par exemple, qui a rétréci un chemin par labourage ou qui l'a endommagé pour le réparer, échappe en général à l'amende s'il démontre l'absence de bornage, mais commence à apparaître l'idée que, même au-delà d'une certaine période, certains chemins doivent être rétablis dans leur ancien tracé. Par ailleurs, les habitants peuvent être forcés à procéder à des échanges de terrain ou des destructions d'habitations, mais déjà, en général, moyennant indemnisation, parfois au prix estimé par les prud'hommes ou autres organes. On retrouve ici l'origine d'une procédure d'expropriation. Certains historiens font même remonter le régime des délégations de service public à des contrats d'alors, par exemple en matière de moulins à eau. Les seigneurs et les autorités municipales, chacun chez soi ou dans certains cas de manière concurrente, détiennent des pouvoirs dans de nombreux domaines. Les bois, l'assolement, les récoltes, les eaux, les activités commerciales, le stationnement des animaux, la voirie, les poids et mesures, etc. La voirie, c'est très important parce que comme les habitations et notamment les commerçants tendaient à rétrécir toujours plus la largeur des rues par des constructions et des empiètements successifs, des règles assez vite ont dû être créées pour en éviter les abus. S'agissant de la voirie, la fameuse corvée commencera parfois, alors ce sera surtout quelque chose qui apparaîtra à partir de la Renaissance ou après, mais déjà on commence à avoir des cas où la corvée est remplacée par le recours à des gens un peu spécialisés que l'on paiera par un prix, ce qui veut dire qu'on aura levé des impôts pour ce faire. Au fil du temps, certaines de ces polices deviendront accaparées par le pouvoir royal, tandis que d'autres seront assez souvent données à des acteurs privés sous forme de concessions ou de fermage, fief en terre, bail à sens, affermage des prévôtés, par exemple. Une administration locale et royale se met donc petit à petit en place. Durant le Haut Moyen-Âge, on avait déjà connu cela, mais sous d'autres formes. On avait des fonctions qui devinrent petit à petit héréditaires au point de conférer à leur titulaire un statut de seigneur. On a tous l'image de ces grands bourgeois du tiers-état cherchant l'anoblissement et qui avaient acquis une reconnaissance par l'acquisition de charges, rémunératrices mais coûteuses initialement, mais on n'est pas très loin du même phénomène que celui qui faisait que, par exemple, les délégués du comte étaient devenus des vice-comtes, vicomtes, qui n'étaient absolument pas nobles à l'origine et le sont devenus petit à petit par une hérédité acquise petit à petit de la fonction. Dès le XIe siècle, ceci dit, des fonctionnaires non héréditaires, le mot fonctionnaire, certes un anachronisme, commencent à apparaître, notamment des prévôts. Alors, énormément de mots qui ne veulent pas tous dire la même chose sur tout le territoire d'ailleurs du royaume pour désigner telle ou telle fonction. D'ailleurs, dans certains cas, ce sont des charges données tout simplement à des paysans qui font former parfois d'ailleurs une sorte d'aristocratie un peu paysanne, les ministériaux. Mais parfois la professionnalisation commence avec un traitement, des exonérations fiscales, parfois même un recrutement décidé en grand conseil afin d'éviter les excès de copinage. En échange, il est demandé d'accepter des gestions particulières. Voici cette phrase assez croustillante de Beaumanoir sur le fait que dans ces cas-là, ils peuvent avoir un droit, y compris pénal, plus strict en raison des fonctions qui leur ont été données, ce qui est tout à fait normal dans le monde de l'Ancien Régime. Nombre des obligations pesant sur ces agents publics restent pourtant méconnus à tel point que souverains et seigneurs se voient parfois contraints de leur rappeler deux règles essentielles, l'obligation de résidence et la soumission à l'autorisation du cumul d'emplois publics. Des problématiques, vous voyez, qui reviennent parfois encore aujourd'hui. Enfin, l'administration judiciaire urbaine des échevins ou des bonshommes ou des prud'hommes joue vite un rôle également administratif, mais là aussi avec une grande variété. Seigneuriale, cette administration développe souvent des coutumes locales. Les échevins viendront, peu à peu, constituer le conseil de ville, composé de consuls ou conseillers dans le sud de la France. L'administration municipale est en marche. Nous le verrons dans nos prochaines vidéos qui reprendront cette histoire à compter schématiquement du XIVe siècle. À bientôt donc pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. À bientôt, au revoir.